Bon, nous allons pouvoir donc commencer maintenant donc la visioconférence. Donc, je remercie vraiment très sincèrement Hervé Bourri de l'Institut Pasteur d'avoir accepté de passer un moment avec nous, c'est-à-dire une matinée pour parler de la rage, donc une zoonose négligée. Donc Hervé Bourri donc, est chercheur à l'Institut Pasteur et dirige l'unité dynamique des lyssavirus et adaptation à l'autre, et également responsable du Centre national de référence sur la rage et centre collaborateur de l'OMS, donc de référence et de recherche sur la rage. Donc merci encore Hervé de ton implication dans les visioconférences. Donc tu as la parole, donc tu sais que tu peux, enfin, tu as 1 heure pour faire cette visioconférence et que cette conférence sera suivie donc par des questions, mais tu es, je dirais, presque un habitué des visioconférences. C'est pas la première visioconférence que tu fais, donc tu seras tout à fait au point sur le plan technique et scientifique certainement. Merci Hervé, donc à toi la parole. Merci Jean-Luc. Je voudrais tout d'abord remercier tous les collègues du réseau international des Instituts Pasteur qui sont présents avec nous, tous les collègues de l'AUF et des centres correspondants de l'AUF qui sont présents, et je vois qu'il y a finalement de nombreux continents, si mes comptes sont bons, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique qui sont présents. Donc c'était déjà un grand succès. Donc merci de ton introduction. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais vous présenter, c'est le fait que la rage est une zoonose négligée. Et au-delà de ça, je vais essayer en 1 heure de vous présenter finalement quelques axes pour améliorer cette situation. Donc, la présentation va être structurée de la manière suivante. Dans une première partie, donc nous allons, parce que je ne connais pas finalement la nature de l'auditoire, il me semblait utile de faire quelques rappels sur la rage. Donc nous reverrons des notions générales. Nous reverrons le fait que la rage est hébergée par de nombreux réservoirs animaux et que de nombreux lyssavirus peuvent finalement entraîner la rage. Nous détaillerons quelques notions sur les réseaux de surveillance, les méthodes de diagnostic biologique, et nous aborderons quelques modèles pour effectivement pallier les problèmes de surveillance et arriver à une évaluation plus fiable du fardeau de la rage au niveau national et dans le monde. Nous aborderons un sujet aussi qui nous est cher, c'est comment finalement analyser la circulation des lyssavirus au travers d'approches phylogénétiques lorsque l'épidémiologie elle-même est déficiente. Et nous aborderons bien sûr quelques méthodes de contrôle et nous verrons au travers de quelques exemples les aspects positifs et négatifs de ces méthodes de contrôle. Et nous finirons par un volet qui est important en matière de rage, c'est le volet information et communication, et nous verrons les populations. Et enfin, nous conclurons. Donc nous allons passer sur la première partie, rappel sur la rage, notion générale. Donc la rage, comme vous le savez tous, c'est une zoonose. C'est une maladie transmise par morsure, griffure ou léchage sur plaie, occasionnellement par transplantation. Nous en avons eu quelques cas en Europe et aux États-Unis. C'est une infection qui est caractérisée par un tableau d'encéphalite, le virus finalement de la périphérie, est transféré au travers du système nerveux périphérique vers le système nerveux central. Et dans la phase finale de l'infection, il y a une redistribution du virus du système nerveux central vers les tissus nerveux périphériques et à cette occasion aussi vers les tissus non nerveux périphériques et en particulier les glandes salivaires qui vont permettre donc la pérennité du cycle épidémiologique par la présence du virus dans la salive. Le taux de mortalité ou la létalité de l'infection est classiquement de 100%, même si effectivement quelques exceptions sont décrites aujourd'hui dans la littérature. Nous pourrons peut-être aborder plus spécifiquement ce point dans les questions qui suivront cette conférence. Les méthodes de contrôle, en revanche, sont très connues et les méthodes de prévention sont bien établies, même si
certains points restent encore à améliorer. Et donc, il est anormal, finalement, d'avoir encore une conférence près de 120 ans après la découverte de la prophylaxie post-exposition par Louis Pasteur sur la rage aujourd'hui. Donc, quel est le fardeau de la rage aujourd'hui? Eh bien, il est largement méconnu. Et finalement, les données que je vais vous présenter sont des données d'évaluation. Évaluation du risque de contracter la rage humaine au travers donc d'un modèle qui a été établi par l'Organisation mondiale de la santé. Et là, on voit tout de suite que l'incidence ou le risque de contracter la rage varie suivant les continents. Il est élevé, bien évidemment, en Afrique et en Asie. Il est un petit peu moins élevé et variable suivant les pays sur le continent américain. D'une façon plus spécifique, on voit que le total du nombre de cas, donc, qui, je le répète, est basé sur une estimation, est de l'ordre de 50 000 décès par an, 50 à 60 000 décès, avec plus de 56% des cas en Asie et donc un petit peu moins de 50% des cas sur le continent africain. Et on considère environ qu'il y a aujourd'hui entre 15 et voire 17 millions de prophylaxies post-exposition qui sont donc distribuées tous les ans aux personnes exposées à des animaux suspects. Donc un poids assez important. Et les facteurs de risque sont de différents types. On distingue bien sûr une population cible qui est essentiellement une population d'origine rurale. La rage touche préférentiellement les populations rurales et vous voyez que finalement seuls 20% des cas seraient situés en milieu urbain. C'est une infection aussi qui touche finalement des populations pauvres. Pourquoi? Eh bien parce que le coût du traitement lui-même est souvent inaccessible à ces populations. Coût du traitement direct ou coût de l'acheminement du lieu de résidence vers le lieu où le traitement pourra être prodigué, qui nécessite donc un déplacement et un séjour souvent prolongé dans ce qui est souvent la capitale du pays. Et vous avez ici un ordre de prix du traitement vaccinal seul, 40 à 50 $. Si on y rajoute les immunoglobulines, il faut plus que doubler ce coût, il faut plutôt le tripler. Donc un coût relativement élevé qui est finalement une fois à plusieurs fois le revenu moyen pour un certain nombre des populations des pays en voie de développement. C'est une infection aussi qui touche préférentiellement des catégories d'âge jeunes. Les enfants sont évidemment plus souvent mordus que les adultes parce qu'ils sont mordus au niveau de zones à risque que sont par exemple la tête ou les bras, des zones fortement innervées qui sont donc plus propices à l'infection virale. Et donc, on considère qu'environ 40% des traitements et des cas de mortalité concernent des enfants de moins de 15 ans. Quelques rappels maintenant sur les nombreux réservoirs animaux. La rage est due, vous avez ici un exemple de cycle épidémiologique simple, à la circulation finalement d'un virus sur une espèce animale. Ici, vous avez un exemple simple donc du cycle épidémiologique canin avec un virus qui circule dans la population canine et à cette occasion peut soit directement lors de morsures et de contacts directs affecter l'homme, soit indirectement affecter l'homme au travers d'hôtes intermédiaires, aussi autrement appelés hôtes secondaires, qui sont pour la plupart des animaux domestiques tels que le chat par exemple, les bovins, les ovins et les caprins. Si l'on regarde de plus près, la situation épidémiologique est beaucoup plus complexe que ça. On distingue effectivement dans le monde de très nombreuses espèces animales réservoirs d'animaux. On considère que ce sont des réservoirs dans le sens où c'est cette population animale qui va entretenir le cycle épidémiologique. Mais bien évidemment, pour la plupart de ces espèces animales, elles sont sensibles à l'infection et donc chaque individu va lui-même décéder. Donc c'est dans le concept, on a dans cette appellation de réservoir finalement un concept un petit peu différent de l'appellation réservoir que l'on peut par exemple utiliser en arbovirologie.
Si l'on conserve cette appellation et ce terme de réservoir dans le sens d'une population générale qui héberge un virus particulier et maintient son cycle épidémiologique, on considère qu'il y a dans le monde de nombreuses espèces qui peuvent agir en tant que réservoir. Et vous avez sur cette carte l'ensemble des espèces, avec bien évidemment le chien qui est très largement distribué sur tous les continents, mais vous avez aussi d'autres espèces animales. Si l'on regarde en Europe, vous trouverez ici le renard, le chien vivrin, en Afrique du Sud, la mangouste, et sur le continent, par exemple, américain, une très très grande diversité avec la mangouste, le raton laveur, la moufette, le renard roux, le renard gris, etc. Ce que vous pouvez aussi remarquer à l'aide de ces petits pictogrammes, c'est la présence de très nombreuses chauves-souris, réservoirs de virus sur la plupart des continents. Et l'on voit que donc les chauves-souris insectivores, par exemple, sont réservoirs de l'issavirus sur le continent nord-américain. Insectivores, frugivores et hématophages, autrement appelés vampires, sur la partie sud-américaine et latino-américaine. Les chauves-souris insectivores, frugivores sur le continent américain, insectivores sur la partie européenne, et enfin sur l'Asie et une partie de l'Océanie, une très grande diversité encore un peu méconnue. Sur l'Australie, ça fait l'objet de communications récentes dans ProMed. On a des problèmes de l'issavirus liés aux chauves-souris insectivores et aux chauves-souris frugivores. Et probablement en Asie, on a aussi une circulation de virus sur des chauves-souris insectivores et frugivores. Néanmoins, ce qu'il faut retenir de cette grande diversité d'un point de vue de santé publique, c'est que 98% des cas humains concernent une transmission du virus canin à l'homme. Et donc, c'est sur cet aspect-là principalement que nous allons focaliser notre conférence aujourd'hui, puisque c'est l'aspect majeur d'un point de vue santé publique, même si d'un point de vue virologique, on le verra, il y a une très grande diversité, par exemple, de virus qui circulent sur les chauves-souris. Donc, on a centré notre topo sur les virus de chiens. Ce sont donc ici sur cette carte schématique des réservoirs de l'issavirus dans l'ordre des carnivores. Ici, vous avez un arbre phylogénétique de l'ordre des carnivores. Vous voyez ici cerclés de vert les 4 familles de carnivores et les seules 4 familles de carnivores qui sont considérées comme réservoirs de l'issavirus. Les herpestidés, dont j'ai déjà parlé avec la mangouste, vous avez les canidés avec le chien, le renard, vous avez les méphétidés avec la moufette, et enfin vous avez les protionidés avec le raton laveur par exemple. Donc hormis ces 4 familles, les autres familles que vous avez là ne sont pas considérées comme des réservoirs, et on peut par exemple noter le fait que le chat peut être un réservoir, un hôte intermédiaire ou un hôte secondaire de la rage canine, mais n'est nulle part dans le monde considéré comme un réservoir, ce qui n'empêche pas de nombreuses personnes d'être exposées à un risque d'infection par le chat qui peut agir comme hôte intermédiaire. Passons maintenant à l'examen du virus. Alors, nous sommes ici dans l'ordre des mononégavirales pour les virologistes. Nous aimons bien, en tant que virologistes, la classification, la taxinomie, et donc nous sommes dans l'ordre des mononégavirales. Pourquoi mononégavirales? Parce que ce sont des virus à ARN, simple brin de polarité négative. Au sein de cet ordre, on distingue donc la famille des rhabdoviridés parmi d'autres familles, et c'est cette famille qui nous intéresse. Et dans cette famille, nous allons focaliser notre attention sur un genre, le genre Lyssavirus, qui comporte tous les virus qui entraînent la rage. Et dans ce genre Lyssavirus, le prototype du genre est lui-même l'espèce rase ou virus de la rage. Vous avez ici sur ce schéma de microscopie électronique un virus colorié où vous voyez très bien de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, l'enveloppe avec les glycoprotéines
les spicules ici qui sont des trimères de glycoprotéines qui sont figées dans l'enveloppe, et puis dans la partie intérieure, la nucléocapside, alors que l'on peut distinguer sur ce schéma. On voit donc une nucléocapside qui est de symétrie hélicoïdale, qui comporte la nucléoprotéine étroitement associée à l'ARN viral et le protégeant, est aussi associé à d'autres protéines présentes en quantité inférieure, qui sont la phosphoprotéine et la polymérase, qui vont agir au sein du complexe de réplication. Nous n'aurons pas l'occasion de détailler plus avant les mécanismes de réplication et de transcription de ce virus dans le cadre de cet exposé. Retenez que c'est un petit virus, 80 nanomètres sur 200 nanomètres, qu'il a une étape donc de transcription, puisque nous avons affaire un génome de polarité négative. Donc, chaque phase ouverte de lecture ou chaque gène est d'abord transcrit en ARN messager qui vont être utilisés par la machinerie cellulaire et traduits afin de produire les 5 protéines virales majeures constituantes du virion, la nucléoprotéine, la phosphoprotéine, la protéine de matrice, la glycoprotéine et la polymérase. D'un point de vue diagnostique, nous en parlerons un petit peu, les protéines essentielles sont la nucléoprotéine et parfois la glycoprotéine pour ce qui concerne le typage et la polymérase pour ce qui concerne le diagnostic et le typage. Et enfin, pour la surveillance sérologique ou pour le titrage des anticorps, c'est la glycoprotéine qui va nous intéresser car c'est contre elle que l'on s'immunise, c'est l'antigène externe et c'est contre cet antigène externe que lorsque l'on est vacciné, on développe des anticorps neutralisants qui vont nous protéger. Si l'on regarde maintenant la diversité des listavirus dans le monde, cette diversité ne cesse d'augmenter. J'aurais fait ce cours il y a quelques années, finalement on se serait sans doute arrêté à 7 ou 8 espèces. Aujourd'hui, finalement, peu importe le nombre d'espèces, puisque ici je crois que vous en avez 12 ou 13 sur ce tableau, mais il y en a au moins 3 ou 4 en attente de classification. Néanmoins, si l'on regarde de façon plus attentive, on va s'attacher à certains points et certaines caractéristiques. On retrouve tout d'abord, en haut de ce tableau, le virus de la rage. Alors, ce virus de la rage est distribué dans le monde entier, évidemment sur le chien, il circule beaucoup sur le chien, mais aussi chez des chauves-souris et d'autres carnivores sauvages. En dessous de ce virus de la rage, qui infecte donc aussi l'homme, on trouve un certain nombre de virus qui sont, eux, plus spécifiquement africains. Le virus Lagos bat, le virus Mokola, le virus du Venag, et puis des virus de découverte plus récentes, par exemple, comme le virus Icoma ou comme le virus Shimoni. Si l'on se focalise maintenant sur le continent européen, on voit qu'il circule plus spécifiquement 2 virus de chauve-souris, le European bat Lyssavirus type 1 et le European bat Lyssavirus type 2. Si l'on regarde maintenant l'Australie, je vous ai déjà parlé du problème australien, nous avons une circulation de l'Australian bat Lyssavirus. Ensuite, ici en jaune, vous avez les espèces nouvellement caractérisées et ces espèces, pour beaucoup, proviennent de la région d'Asie centrale ou de Sibérie. Vous avez le virus Aravan, le virus Kujan et le virus Irkut. Vous avez aussi un virus de découverte assez récente sur des chauves-souris, le virus Bokelobat, qui a été trouvé en Allemagne et en France récemment. Donc tout de suite, on s'aperçoit que finalement, une grande partie et un grand nombre de ces espèces virales sont assez spécifiques de chauves-souris. C'est le cas du virus Lagos bat, du virus du Venag, du virus EBLV1, EBLV2, l'Australian bat Lyssavirus. Et c'est aussi le cas de la Ravan, du virus Kujan, du virus Irkut, du virus West Caucasian bat, du virus Shimoni, du virus Bokelo et peut-être du virus Icoma. Reste le virus Mokola pour lequel aujourd'hui aucun réservoir animal n'a été réellement identifié. Maintenant, d'un point de vue de santé publique, encore, revenons à l'importance de ces différentes espèces. On a déjà parlé de l'espèce particulièrement importante, l'espèce rage, qui circule en particulier chez le chat.
chez le chien, 98% des cas humains. Et si vous regardez dans cette colonne, vous verrez que finalement, il y a de grands points d'interrogation. On ne sait pas vraiment la pathogénie de ces virus pour l'homme. Cette pathogénie a été clairement démonstrée pour le virus Mokola, pour le virus du Venac, pour les EBL V1 et 2 et pour la BLV. Pour le reste des espèces, on n'en sait aujourd'hui rien et probablement que la pathogénie est même très réduite pour ces différentes espèces. Voilà pour la diversité, et je le rappelle, cette diversité est finalement un point très ponctuel sur une vision que l'on a de la diversité, et cette vision, sans doute, dans les années et dans les mois peut-être prochains, sera modifiée, et un certain nombre d'espèces seront rajoutées à cette liste. Bien, distribution géographique, j'en ai déjà parlé, vous la retrouvez sur cette carte, avec le virus de la rage très largement distribués dans le monde, les EBLV 1 et 2 en Europe et le BBLV, les virus d'Asie centrale et les virus spécifiquement africains et le virus australien sur cette carte. Bien, maintenant que nous avons clairement exposé et rappelé un certain nombre de notions générales, je voudrais focaliser sur les réseaux de surveillance et vous présenter en partie introductive des notions générales sur ces réseaux de surveillance et leurs problèmes. Aujourd'hui, on a affaire à un problème finalement de visibilité de la rage humaine et de la rage canine. La rage est une maladie fatale aiguë avec une incidence modérée à faible de 0,5 à 2 décès par 100 000. Il n'y a aujourd'hui pas de diagnostic ou peu de diagnostics pratiqués, et souvent ce diagnostic clinique peut être erroné. Donc elle est souvent finalement non rapportée. Ce qui fait que finalement elle est invisible. Elle est invisible au niveau national et au niveau international. Ensuite, elle est transmise par une espèce animale sans valeur économique. Et donc, cet impact économique, finalement, cette absence d'impact économique gêne son contrôle dans le sens où, par exemple, un ministère qui devrait être largement impliqué, comme celui du ministère de l'Agriculture, n'est pas vraiment intéressé et préfère finalement focaliser son attention sur des maladies animales qui ont un impact économique. Ensuite, nous l'avons déjà vu, elle affecte le segment de la population le plus pauvre, qui est souvent sans poids politique, et donc, finalement, cette caractéristique de maladie de la pauvreté ne favorise pas sa prise en compte. Enfin, comme la plupart des zoonoses, la responsabilité du contrôle de l'infection est répartie entre plusieurs ministères, et en particulier 2 ministères. Le ministère de la Santé, intéressé par la lutte contre la rage, mais n'ayant pas forcément les moyens de mettre en place une politique de contrôle de la rage canine, et un ministère de l'Agriculture, pas vraiment intéressé d'un point de vue économique à mettre en place des moyens pour contrôler la rage canine, et donc n'intervient pas de façon secondaire dans la partie contrôle de la rage humaine. Donc tout ça a fait classer la rage au sein des maladies négligées par l'OMS de manière assez récente, afin d'alerter finalement l'opinion internationale sur le manque d'intérêt et le manque de moyens mis en place pour essayer de contrôler cette infection. Les méthodes de diagnostic biologique sont évidemment très importantes dans le contrôle de la rage. Elles ne sont pas forcément suffisantes, mais c'est un élément essentiel afin d'arriver à obtenir des données fiables concernant l'incidence à la fois chez l'homme et chez l'animal. Quelles sont-elles ? Et pourquoi finalement recourir au diagnostic ? J'en ai déjà parlé, le diagnostic clinique en lui-même n'est pas quelque chose d'absolument sensible, puisque un certain nombre de présentations cliniques finalement ne sont pas forcément spécifiques de l'infection, et nous y reviendrons. Donc il est important de procéder à un diagnostic biologique rapide afin d'orienter par exemple la décision thérapeutique concernant les personnes à risque et à mettre en place les mesures prophylactiques nécessaires. C'est très simple, finalement, une personne est contaminée par un animal,
cette personne est exposée à un animal suspect, cette personne se rend dans un centre antirabique. La première question qui va être posée, c'est est-ce que le chien est en bonne santé? Est-ce que le chien est atteint de la rage? Et s'il décède, est-ce qu'il est décédé de la rage? Et c'est dans ce contexte-là que le diagnostic biologique prend toute sa signification. Chez l'homme, le diagnostic biologique a aussi une importance puisqu'il va permettre de mettre en place les mesures prophylactiques dans la famille et dans l'entourage, voire sur les personnes qui auraient pu être aussi en contact avec le même animal si elles n'ont pas été traitées depuis. Chez l'homme, on distingue donc une évolution clinique qui commence par des symptômes qui au départ sont assez frustres, avec des choses tout à fait non spécifiques, une fièvre, une anorexie, parfois des choses un petit peu plus spécifiques comme une douleur au niveau de la morsure, puis une évolution plus ou moins rapide vers de l'anxiété, de l'agitation et une phase paralytique ou d'incoordination, de parésie, d'hydrophobie, de spasme du larynx qui là sont des signes pathognomoniques en général, et quand les cliniciens de vos pays voient ces signes apparaître, en général ils savent que c'est la rage. Néanmoins, et ici je l'ai marqué en rouge, vous avez un type de présentation qui est un type de présentation paralytique, d'évolution plus lente, qui fait plus appel en matière de diagnostic à un syndrome de Guillain-Barré, par exemple, et pour lequel on évoque que très rarement la suspicion de rage. Et donc, en matière de diagnostic différentiel, dans ces présentations cliniques, il est absolument important de penser à la rage. Ce type de présentation, suivant les études, et c'est assez difficile à chiffrer, le pourcentage de présentation de ce type varie entre 20 et 40% des cas. Ensuite, donc, cette phase neurologique aiguë va varier entre 2 et 10 jours. En général, elle est très rapide. Sans réanimation, la plupart des patients vont décéder en à peu près 48 heures. Si une légère réanimation est prodiguée, c'est des patients que l'on peut maintenir en vie pendant 7 à 10 jours. Et avec une réanimation intensive, on peut maintenir ces patients en vie durant 20 jusqu'à 30 jours, avec aucun espoir de rémission néanmoins. Et donc, on essaye d'éviter cette mise en réanimation de ces patients aujourd'hui. On reviendra sur les cas, je dirais, de survie à la rage, si vous le voulez, dans les questions. Bien. Donc, on a vu l'importance du diagnostic biologique, étant donné la faible spécificité, finalement, de la présentation clinique. Quelles sont les cibles de ce diagnostic biologique aujourd'hui? Eh bien, évidemment, ces cibles vont être de plusieurs natures. Il va y avoir des cibles en matière de protéines, des cibles en matière de réponse de l'hôte et des cibles en matière de génome ou d'ARN messager. Donc, suivant finalement la phase dans laquelle on va se retrouver, un diagnostic post-mortem après la mort du patient ou un diagnostic intravitam du temps de la vie du patient, les cibles vont pouvoir varier. On verra ça par la suite. Néanmoins, donc, ces cibles sont soit les ARN génomiques ou antigénomiques, soit les ARN messagers, et donc on va pouvoir les cibler au travers de systèmes de reverse transcription, puis PCR semi-nichée ou PCR quantitative. On pourra donc aller essayer de visualiser ou de mettre en évidence les accumulations de nucléoprotéines dans le cytoplasme des cellules au travers de réactions d'immunofluorescence ou d'immunocapture par ELISA. Enfin, on pourra essayer simplement d'isoler le virus infectieux, et nous utilisons aujourd'hui des systèmes cellulaires et des cellules de neuroblastomes qui permettent un isolement et une caractérisation de l'infection virale en presque moins de 24 heures. Enfin, on peut regarder les réponses de l'hôte au travers de la production et du titrage des anticorps, en particulier neutralisants ou anticorps dirigés contre la glycoprotéine. Et là, il y a deux grands types de techniques envisageables, des techniques de séroneutralisation, ici REFIT ou FAVN, pour réduction des foyers de fluorescence, et ça pour une neutralisation des virus et visualisation en fluorescence, et enfin un dosage des anticorps par ELISA. Anticorps qui, dans ce cas, ne seront pas neutralisants. On dosera donc les anticorps totaux dirigés contre la glycoprotéine virale.
Quels sont les échantillons donc à prélever en fonction finalement des conditions d'échantillonnage? Si l'on est là chez l'homme du temps de la vie du patient, on va cibler deux types essentiellement de prélèvements, les biopsies de peau au niveau de la nuque, et j'y reviendrai, et des prélèvements de salive. Il faut 3 prélèvements de salive à 3 à 6 heures d'intervalle afin d'arriver à une sensibilité d'environ 100%. D'autres prélèvements peuvent être intéressants, mais présentent une sensibilité moindre. C'est le cas par exemple du LCR, donc ça différencie complètement l'encéphalite rabique des autres encéphalites, puisque dans le cas de cette encéphalite, le liquide céphalorachidien n'est pas vraiment un prélèvement intéressant et le virus, s'il s'y trouve, ne s'y trouve qu'en très faible quantité. Donc c'est un prélèvement finalement peu riche. On peut aussi prélever du sérum et doser les anticorps présents dans le sérum. Vous avez ici une seule croix, ici 2 croix, symbolisant le fait qu'en fait, la probabilité de présence d'anticorps antirabiques dans le sérum chez les patients atteints est très faible avant environ une dizaine de jours d'évolution, et ce n'est qu'après une dizaine de jours d'évolution que le titre en anticorps se développe et que l'on puisse envisager un titrage soit par séroneutralisation, soit par dosage par ELISA. Après le décès du patient, les prélèvements de choix sont évidemment la biopsie de peau, qui peut être facilement prélevée, biopsie de peau, là encore, au niveau de la nuque, et qui présente un intérêt en post-mortem et qui est beaucoup plus facile à prélever qu'une biopsie cérébrale, qu'il est, dans la plupart des pays, quasiment impossible d'obtenir. Donc effectivement, que ce soit en post-mortem, la biopsie cérébrale ou la biopsie de peau, peuvent permettre de porter un diagnostic de certitude. L'un comme l'autre peuvent être techniqués par des techniques de biologie moléculaire que j'ai déjà indiquées. La biopsie cérébrale peut être techniquée d'une façon beaucoup plus simple, elle, par immunofluorescence par exemple. Chez l'animal, seul le diagnostic post-mortem est pratiqué. Il est toujours discuté la possibilité de mettre en place un diagnostic intravitable chez l'animal. Ce n'est pas encore reconnu au niveau international et aucune technique et aucun échantillonnage n'a permis aujourd'hui de proposer, de substituer la biopsie cérébrale ou l'autopsie post-mortem chez l'animal, de substituer via une autre technique à la biopsie cérébrale ou à l'autopsie post-mortem chez l'animal. Donc, on reste centré sur un diagnostic post-mortem chez l'animal, une autopsie, un prélèvement du cerveau, une analyse du cerveau de cet animal. Donc, je reviens à l'homme. Vous avez ici une étude multicentrique que nous avons réalisée avec certains de nos collègues du Cambodge, que je salue au passage, certains de nos collègues du Sénégal, je ne sais pas s'ils sont là, de Madagascar et certains collègues français. Donc nous avons pu récolter plus de 60 patients atteints de rage et collecter sur chacun de ces patients un certain nombre d'échantillons de salive, d'urine, de sérum et de biopsie de peau. Biopsie de peau réalisée avec ce biopsie punch dans la zone de la nuque. Ici, donc c'est un biopsie punch qui permet de faire une biopsie de 4 mm de diamètre, qui donc permet de prélever une partie de l'épiderme et du derme, et c'est dans ce derme que se trouvent les terminaisons nerveuses qui vont donc être infectées par le virus rabique et à partir desquelles on va pouvoir extraire de l'ARN viral et donc pratiquer un diagnostic moléculaire. Et l'on voit qu'on obtient des pourcentages d'échantillons positifs pour les biopsies de peau très intéressants, que ce soit à l'admission ou lors de la mort du patient. Et vous voyez qu'on a un taux de positivité par échantillon de plus de 98% et par patient d'environ 97%. Si l'on regarde la salive, on voit que les pourcentages sont un petit peu plus réduits, de l'ordre de 70%. Mais si l'on cumule, comme je l'ai déjà dit, 3 prélèvements de salive à 3 à 6 heures, on est pratiquement à 100% de sensibilité. Le sérum, je vous l'avais indiqué, là, on a des patients qui décèdent très rapidement et vous voyez que le sérum n'est pas intéressant. Il n'y a pas d'anticorps dans la phase chez les patients qui décèdent assez rapidement. Et enfin, ici, vous avez le pourcentage de sensibilité de l'urine qui est nettement inférieur
aux autres types de prélèvements. Nous avons parlé finalement du diagnostic porté de façon classique. Il y a un problème majeur en matière de diagnostic, c'est l'acheminement des prélèvements, des centres de prélèvement vers le laboratoire. Et c'est le problème que rencontrent la plupart des pays en voie de développement. C'est un problème chez l'homme, mais on a vu que finalement les prélèvements étaient assez simples à faire et donc pouvaient voyager de manière assez facile. En ce qui concerne l'animal, on est toujours confronté au problème de l'acheminement de la carcasse de l'animal, de la région où il est décédé, vers le centre de diagnostic qui est souvent situé dans la capitale. Donc certaines techniques rapides de prélèvement ont été proposées, elles sont illustrées sur cette diapositive, et vous avez essentiellement deux types de techniques de prélèvement, une technique qui passe par la voie occipitale et une technique qui passe par la voie rétro-orbitaire, donc qui peuvent être pratiquées à la place d'une autopsie, et on voit que finalement le prélèvement pratiqué par voie occipitale va intéresser le bulbe, une partie du cervelet et du cortex, celui prélevé par voie rétro-orbitaire va intéresser une partie du cortex et de l'hippocampe. Eh bien, ces deux techniques ont été évaluées au laboratoire, chez nous et dans d'autres centres, et elles montrent une concordance quasi parfaite avec l'autopsie complète. Et quel est l'intérêt de ces techniques? C'est qu'on peut, ce faisant, permettre au prélèvement de voyager en toute sécurité au travers d'un système de collectage rapide et simple qui est illustré sur cette diapositive au travers de ce mini-kit qui à une époque avait été commercialisé par l'ANSES Malzéville mais qui est facilement, je pense, reproductible dans de nombreux pays puisqu'il est composé d'une paille ou de deux pailles pour les prélèvements, des tubes dans lesquels se trouve un tampon de glycérine PBS qui permet finalement de maintenir le prélèvement dans un état d'intégrité suffisant pour le diagnostic. Et donc, ce petit kit permet au prélèvement de résister à la dégradation et ne nécessite pas de transport au froid. Nous avons, à l'Institut Pasteur à Paris, pendant des années, pratiqué le diagnostic pour la Namibie. Et ce genre de prélèvement voyageait par poste normal de Namibie à Paris et mettait donc environ 3 semaines à arriver. Et tous les échantillons que nous avons pu analyser présentaient encore du virus infectieux à leur arrivée. Ce n'est pas pour encourager effectivement l'acheminement par poste de ce genre de prélèvement qui maintenant est absolument interdit, mais c'est pour vous montrer comment finalement l'acheminement d'un morceau de cerveau en glycérine PBS peut sauvegarder l'infectiosité et les qualités en matière de diagnostic d'un prélèvement sur plusieurs semaines. Donc il s'agit là, je vous présente là un exemple de kit assez simple qui permet finalement d'accroître le nombre de diagnostics reçus dans la capitale et donc d'étendre les investigations plus loin que le périmètre immédiat du centre de diagnostic, ce qui est un problème majeur. Si l'on regarde par exemple le périmètre de diagnostic de nos collègues de l'Institut Pasteur du Cambodge à Phnom Penh, on verra que pour ce qui concerne le diagnostic animal, la grande majorité des prélèvements sont situés dans Phnom Penh et la périphérie de Phnom Penh. Je vous ai illustré ici un autre exemple qui est celui de nos collègues de Madagascar qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas là. Et vous voyez qu'on peut quand même être relativement satisfait par l'ensemble des prélèvements. Ici vous avez en triangle vert et en rond rouge les positifs et les négatifs échantillons animaux et humains. On voit quand même qu'il y a une répartition qui peut être jugée satisfaisante dans le pays par rapport à l'exemple d'autres pays, mais on voit quand même une concentration très importante autour de Tananarive du nombre de diagnostics, certainement liés au problème d'acheminement de ces prélèvements des régions vers le centre de diagnostic qui est localisé à Tananarive. Bien. Donc nous avons vu quelques systèmes de surveillance, des systèmes classiques. Je voudrais maintenant vous présenter finalement des modèles épidémiologiques qui peuvent être mis en place lorsque les structures de diagnostic et de surveillance classiques ne sont pas à même ou ne sont pas en place pour pouvoir finalement recueillir des données épidémiologiques fiables. Quels sont ces différents modèles ? Et finalement, pourquoi les mettre en place?
Nous avons vu donc que la rage était une maladie négligée, qui correspond finalement à un problème de cercle vicieux de la négligence, qui correspond à une faiblesse et un manque de fiabilité des données épidémiologiques, ce qui ne concourt pas au placement de la rage à son niveau de priorité nécessaire, et donc finalement, comme elle va être mal classée par rapport aux autres maladies infectieuses, elle va recueillir une faible attention et de faibles moyens, ce qui ne va pas renforcer les données épidémiologiques. Et depuis des années, dans certains pays, on a une vision très claire de ce cycle. Et quand on essaye de sortir de ce cycle, il faut faire appel à des modèles. Et en particulier, il faut améliorer la documentation de l'impact de la maladie afin d'attirer l'attention des ministères sur l'importance réelle de la rage dans les pays. Donc, il faut essayer de les impliquer. Il faut attirer l'attention des autorités nationales et internationales et des bailleurs de fonds sur finalement les méthodes de lutte au niveau local. Et sans données épidémiologiques, on n'y arrive pas. Et enfin, à partir de ces données épidémiologiques, il sera sans doute plus facile aussi de responsabiliser non seulement les autorités internationales ou nationales, mais aussi de responsabiliser les propriétaires de chiens et de leur montrer leur rôle dans la vie et dans la communauté et le rôle qu'ils peuvent avoir en protégeant la communauté de la rage. Bien. Donc, on l'a déjà vu, la rage est caractérisée par une sous-estimation très importante en Afrique et en Asie, parce que les patients se présentent finalement rarement à l'hôpital, ils sont soit trop malades pour se déplacer, soit ils jugent finalement le traitement futile une fois que la rage est déclarée, puisque nous n'avons pas aujourd'hui de traitement réellement efficace. Certains préfèrent aussi les médecines traditionnelles, et donc beaucoup de patients meurent chez eux, soit parce qu'ils ne sont pas venus à l'hôpital, soit parce qu'ils sont venus à l'hôpital et en ressortent puisqu'ils ne veulent pas, ou la famille ne veut pas prendre en charge les coûts de l'hospitalisation et les coûts de rapatriement du corps après le décès de leurs proches. Nous avons vu aussi les problèmes de diagnostic par clinique difficile, erreur de diagnostic au laboratoire, ça peut arriver aussi, et vous avez ici un exemple de diagnostic rapporté en 2007, où finalement, plus de 10% des cas qui étaient attribués à du paludisme nerveux, après révision et observation réelle des cas, étaient en fait dus à des cas de rage. Donc là, une erreur importante au Malawi de diagnostic. Enfin, nous avons souvent des carences de structures nationales de diagnostic. Il existe malheureusement il existe encore beaucoup de pays qui n'ont pas de structure correcte de diagnostic ou des structures qui ne fonctionnent pas de façon permanente. Bien. Comment peut-on contourner donc cette sous-notification? Eh bien, on peut utiliser un certain nombre de modèles pour extrapoler les données nationales, régionales ou globales. Donc, on a affaire à des modèles probabilistiques qui sont basés sur un arbre de décision, et le plus bel exemple en est la publication de Knobel et al., publication à partir desquelles on a extrait pour la première fois l'incidence réelle de la rage mondiale qui est de l'ordre de 50 000 cas. On peut utiliser des registres de causes de décès ou des enquêtes ponctuelles, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier toutes les causes de décès, maximaliser la qualité de ces données, développer divers modèles pour essayer finalement de tester le modèle le plus valide ou le plus sensible afin de prédire l'incidence et de déterminer finalement le fardeau global des maladies. Un exemple intéressant a été l'initiative Global Burden of Disease que vous pouvez consulter sur Internet et qui vise finalement à déterminer le cause de décès de nombreuses maladies infectieuses. Donc, on va essayer de mettre en place des estimations locales ou régionales à partir de données cliniques observées localement si possible. Alors, on peut aussi y ajouter des données de laboratoire, et donc on va voir très rapidement des méthodes probabilistiques et des méthodes basées sur une surveillance active et un suivi des contacts qui a été publié par Hampson. Et enfin, je vous présenterai une méthode basée sur les autopsies verbales par un collègue anglais, publié par un collègue anglais sur Aware. Donc tout d'abord, les méthodes probabilistiques, et vous avez ici l'exemple
d'un modèle utilisé pour la première fois en Tanzanie, qui est un modèle probabilistique simple. On est mordu par un animal suspect, il a une certaine probabilité d'être enragé, donc cette probabilité dépend aussi du site de morsure, donc la probabilité de développer la rage va dépendre du site de morsure, la tête, le cou, le bras, la main, le tronc, les pieds, en fonction de cette probabilité d'exposition à ces différentes régions de l'organisme, on va pouvoir associer une probabilité de développer la rage. Enfin, on va pouvoir associer en fin de modèle une probabilité de développer l'affection en lien avec la probabilité de recevoir ou non un traitement post-exposition. Donc ce type de modèle simple a été appliqué en Tanzanie et la conclusion, c'est que finalement les données obtenues par les modèles sont pratiquement 100 fois supérieures aux données recueillies par le système de surveillance tanzanien. On voit que le système de surveillance tanzanien décrivait environ 10 cas par an. Les données obtenues à partir du modèle donnent un intervalle entre à peu près 900 cas et 2200 cas par an, soit environ 100 fois plus. Ce type de modèle a été un petit peu plus compliqué par nos collègues cambodgiens, par le recueil localement d'un grand nombre d'informations sur finalement les probabilités d'être mordu sans provocation de l'animal, mordu par un animal qui va mourir spontanément par la suite ou par un animal qui est rapporté comme malade. Se combinent à ces probabilités des probabilités plus complexes d'être mordu à différentes localisations et les combinaisons de ces localisations que vous avez ici, morsure à la tête, au corps, à différentes zones, et on peut combiner de L1 à L15 les différentes probabilités de morsure, et puis à la fin du modèle, on retrouve la probabilité de recevoir un traitement antirabique ou non, toutes ces données étant évaluées à partir du centre de diagnostic du Cambodge et du centre antirabique de Phnom Penh. Et en cumulant ces données locales, on arrive finalement à une évaluation du nombre de cas humains au Cambodge qui était de l'ordre de 800 cas avec un intervalle allant de 400 à 1600 cas. Donc on voit que effectivement, lorsque l'on ramène ces données au ministère de la Santé, l'impact ne sera pas le même que, évidemment, lorsque l'on va voir le ministère de la Santé ou le directeur général de la Santé et qu'on lui dit que l'incidence est seulement de 4 à 20 cas par an. Ce type de modèle a été utilisé au Bhoutan et vous avez ici l'exemple de cette publication publiée dans PLOS NTD en 2012 qui procède au même type d'évaluation que celle que je vous ai présentée pour le Cambodge, mais à partir des données obtenues localement au Bhoutan. Donc c'est quelque chose qui peut être finalement applicable à de très nombreux pays en Asie et en Afrique. Autre exemple d'enquête qui peut permettre d'essayer d'évaluer le fardeau de la rage dans un pays, c'est une enquête qui a été menée en Tanzanie sur les années 2002 à 2006 au travers de deux approches. Une approche de suivi par questionnaire où 1080 personnes ont pu être suivies et une approche basée sur les rapports de morsure obtenus à partir des centres de santé locaux. Et il y a eu 1322 rapports examinés. Donc je reviens à la première partie, personnes suivies par questionnaire. Eh bien, à partir de ce questionnaire, les animaux ont été classés en fonction du risque et 648 d'entre eux ont été classés suspects de rage. Une certaine validité du classement a pu être évaluée rétrospectivement par le laboratoire et on voit qu'elle est d'environ 75% et 406 cas animaux ont été classés comme normaux. Et donc dans ce cadre-là, on a pu comparer ces données, par exemple,
suivis par questionnaire, au rapport de morsure obtenu à partir des services médicaux. Et ici, sur l'abscisse, vous avez le nombre mensuel de cas animaux obtenus à partir des services médicaux. Et ici, en ordonnée, vous avez le nombre mensuel d'exposition à des animaux jugés comme enragés. Et on voit que finalement, une certaine corrélation peut être établie entre les deux systèmes de surveillance, ce qui montre que ce soit l'un ou l'autre des systèmes de surveillance, ces systèmes peuvent être appliqués localement et aboutir à une évaluation de l'incidence que vous avez ici en rouge, d'environ 63 pour 100 000 ou 17 pour 100 000 personnes mordues, soit pour le Serengeti, soit pour le Ngorongoro, qui sont deux régions de Tanzanie dans lesquelles cette étude a été mise en place. Donc, deuxième exemple de suivi et de modèle qui peut être applicable pour essayer d'évaluer l'incidence de la rage dans un pays. Autre étude, celle des décès en Inde par des méthodes d'autopsie verbale. Donc, l'autopsie verbale est un système qui permet d'analyser rétrospectivement les fiches de décès. Ce système est fait par deux médecins qui lisent indépendamment les rapports de décès et à partir d'un certain nombre de critères, classent ces rapports de décès et déterminent si finalement ces décès pouvaient être mis en lien avec la rage ou non. Et donc sur l'année 2005, un total de 12 700 cas ont été identifiés comme des cas de rage furieuse en Inde. On a pu obtenir des répartitions par sexe, par zone rurale ou urbaine, et par âge, et vous voyez qu'on se retrouve dans des schémas épidémiologiques assez simples et classiques pour la rage, avec une légère prédominance des mâles, des individus de sexe masculin, une prédominance des zones rurales, comme on l'a déjà vu, et à peu près 50% d'enfants de moins de 15 ans atteints. Ce qui place l'incidence de la rage à environ 1,1 pour 100 000, ce qui finalement est assez proche des estimations qui avaient pu être faites par d'autres méthodes auparavant, on verra ça par la suite. Ça permet aussi de distribuer le fardeau de la rage au sein des 28 États indiens, et on voit qu'un État en particulier, l'Uttar Pradesh, est particulièrement atteint, et que 7 États du centre et du sud-est, que vous avez indiqués sur cette diapositive, sont aussi particulièrement atteints. On voit en revanche que la région centre-ouest de l'Inde présente une situation épidémiologique beaucoup plus favorable. Les auteurs ont bien évidemment comparé cette approche à d'autres approches, dont certaines que je vous ai déjà citées. Vous avez donc ici l'étude que nous analysons, qui est située sur cette courbe-là, qui montre finalement des cycles épidémiologiques qui peuvent être retrouvés avec des vagues, qui peuvent être retrouvés sur d'autres données que l'on voit en Afrique. Et vous pouvez comparer cette évaluation du nombre de cas pour 1000 habitants à d'autres évaluations, celle de Knobel et al., la publication dont je vous ai parlé déjà, à l'aide de modèles probabilistiques, et une autre publication, par exemple, de Sudarshan, qui a été menée par interview sur une région de l'Inde un peu plus restreinte. Donc on a ici, finalement, une certaine corrélation, je dirais, entre les différentes approches, qui est assez encourageante et qui permet raisonnablement, finalement, de se dire que, sans doute, au travers d'un certain nombre de ces approches, on doit pouvoir arriver à évaluer dans un pays le nombre de cas de rage en l'absence d'un système de surveillance classique. Alors, il y a un certain nombre de limitations à ces méthodes d'autopsie verbale. On s'attend sans doute à une sous-estimation du nombre de décès, sous-estimation qui est due au fait que cette approche ne permet de prendre en compte que les présentations de type paralytique, puisque les autres présentations sont souvent méconnues et sont souvent confondues avec d'autres étiologies.
Elles ne permettent pas non plus de mettre en évidence des incubations longues, parce que dans ces incubations longues, le lien avec l'exposition à l'animal est plus difficile à faire, et donc quand on lit le rapport de décès, c'est souvent, le lien est souvent absent. De même, une courte période d'infection est souvent pas pris en compte comme une exposition et un risque lié à la rage. Enfin, ces méthodes ne permettent pas d'investigation secondaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas finalement aller revoir dans le périmètre du cas au travers d'interviews si d'autres cas ont pu échapper à la surveillance au travers des rapports de décès. Autre méthode et autres approches, celle des dailies. Les dailies, ce sont finalement l'évaluation des années de vie ajustées sur l'incapacité. Donc c'est les sommes des années de vie potentielles perdues, puisqu'il va y avoir des décès, auxquelles s'ajoutent finalement les années de vie productive perdues, pardon, en raison simplement de l'arrêt maladie lié, par exemple, au déplacement pour suivre la prophylaxie post-exposition. Ça peut être aussi lié aux effets secondaires de certains vaccins, et en particulier à une époque, l'effet secondaire des vaccins produits sur cerveau d'animaux était non négligeable. Donc, ça procure une mesure objective, standardisée du fardeau des différentes maladies infectieuses, et on peut donc classer les différentes maladies infectieuses par rapport à ce score. Et vous avez ici la rage située au milieu des autres maladies négligées suivies par l'OMS. Et donc ici, vous avez la filariose lymphatique, les infestations par les nématodes, la leishmaniose, et vous voyez ici en rouge apparaître la rage. Finalement, avant la dengue, et il y avait aussi à une époque l'encéphalite japonaise. Donc à cette époque où l'étude a été mise en place, la rage apparaissait en score de Dailies au-dessus de la dengue et de l'encéphalite japonaise. Autre approche, celle des coûts. Je ne vous en présenterai aucun exemple, mais ces coûts peuvent être évalués par la perte de productivité due à un décès prématuré, le coût du contrôle de la maladie chez l'homme, le coût du contrôle aussi de la maladie, bien sûr, et l'élimination de l'infection chez l'animal, les coûts de surveillance, soumission d'échantillons, analyse, etc., les pertes en bétail, et parfois peuvent intervenir aussi dans ce coût la conservation des espèces sauvages protégées. Par exemple, aujourd'hui, on vaccine plus facilement les lycaons, ce qu'on appelle aussi wild dogs, dans les grands parcs d'Afrique que les chiens des populations environnantes. Donc maintenant, je voudrais passer aux méthodes d'analyse de la circulation des listavirus basées sur des approches phylogéographiques. Donc en l'absence d'une surveillance fiable, si l'on a réussi à quand même obtenir un certain nombre d'échantillons au laboratoire, on peut tirer un certain nombre d'informations à partir de ces échantillons, et je vais vous en montrer quelques exemples. Donc on peut aujourd'hui, à partir d'une analyse phylogénétique combinée avec des analyses d'autres données épidémiologiques, données de distance, données temporelles, dates par exemple des isolats, données concernant le paysage, type de paysage, montagneux, pas montagneux, altitude, type urbain, rural. On peut y coupler aussi des données sur la démographie de la population canine, arriver à reconstruire la dynamique d'infection, par exemple des virus de la rage canin à petite échelle, d'identifier des foyers épidémiologiques actifs, de déterminer un sens de diffusion et un mode de diffusion, et donc de proposer une stratégie raisonnée de contrôle et des mesures d'intervention. Alors, je vais vous en présenter quelques exemples. Donc, une étude générale que nous avons publiée déjà il y a quelques années, qui montre finalement la diffusion au niveau mondial des différentes souches et leur répartition, qui montre que certaines souches, si elles sont très localisées à un continent africain, par exemple ici
Vous avez ici les souches bleues, un clade que nous appelons Africa 2 ou un clade que nous appelons Africa 3, qui sont spécifiques de l'Afrique. Vous avez un certain nombre de clades aussi qui circulent en Asie et dont la distribution géographique est maintenant bien connue. Et vous avez ici en jaune un clade que l'on appelle le clade cosmopolitain, qui est dû à la diffusion du virus au travers des échanges et des mouvements pour certains coloniaux qu'il y a pu y avoir en Amérique, en Afrique et en Asie. On peut aussi montrer que le virus procède par progression spatio-temporelle régulière et qu'un certain nombre de clades ont vu leur expansion assurée par une progression géographique. Par exemple, si vous regardez ici cette flèche rouge, certains virus ont pu migrer au travers de plusieurs centaines d'années, au travers de la Sibérie et par le détroit de Bering, redescendre au travers des mouvements d'animaux sur le continent américain. Donc on peut retracer finalement l'historique et l'histoire des souches. Alors, ceci n'a que peu d'intérêt au niveau du contrôle. Néanmoins, à une échelle plus restreinte, si on procède de la même façon, on peut arriver à comprendre ce qui se passe épidémiologiquement. Ce que nous avons cherché à faire au niveau de l'étude d'Isola collectés en Afrique du Nord, associés à nos collègues de l'Institut Pasteur d'Algérie, de l'Institut Pasteur du Maroc et des différents instituts vétérinaires de ces respectifs, nous avons pu obtenir 254 isolats, 113 d'Algérie, 135 du Maroc sur une période 2001-2008 que nous avons réussi à classer les uns par rapport aux autres. Sur cet arbre phylogénétique, on a donc tracé ici les virus algériens et les branches qui correspondent aux virus algériens en bleu et les branches qui mènent à des virus marocains en rose. Et vous voyez que très curieusement, finalement, les frontières sont assez bien respectées par les différents virus et qu'hormis quelques rares cas ici en rose ou ici en bleu, il y a très peu d'échanges historiquement entre les virus algériens et les virus marocains. On peut aller à une échelle plus réduite et voir au sein de chacun des pays, finalement, les mouvements de souche que l'on peut voir par l'analyse des relations phylogénétiques. On arrive à superposer, finalement, la dynamique spatiale à la dynamique génétique des virus et retracer l'historique. Eh bien, ce faisant, on arrive à essayer de corroborer la dynamique observée avec un certain nombre de facteurs et on peut tester différents modèles, des systèmes de gravité simple, lien entre les souches correspondant à leur distance par exemple routière, ou lien de la diffusion en rapport avec la densité de population, ici population humaine, car à l'époque on n'avait pas de données très fiables sur les densités de population animale. On peut utiliser des distances euclidiennes et des réseaux d'accessibilité qui correspondent finalement au temps qu'il faut pour joindre deux points, puisque ce n'est pas parce qu'on est à distance géographique réduite que le temps d'accès entre les deux points sera forcément réduit. Aujourd'hui, par voie routière, il est parfois plus rapide de se rendre à plusieurs centaines de kilomètres si on a une voie rapide que de faire un petit trajet de 20 ou 30 kilomètres en montagne. Et c'est ce qui est symbolisé au travers de ce concept d'accessibilité. Eh bien, si l'on fait ça, on s'aperçoit que finalement, notre arbre phylogénétique est essentiellement soutenu par les distances routières et c'est le modèle le plus probable. On peut aussi, au travers de cette analyse, mettre en évidence le fait qu'il y a des épisodes de migration à longue distance et très rapide des souches, joignant les différents points que vous avez sur ces schémas. Et on peut arriver à quantifier les distances parcourues en fonction du temps, ici 1 à 2 ans ou moins d'une année en rouge. Et vous voyez que ce soit ici, je crois que c'était pour l'Algérie et ici pour le Maroc, on retrouve des virus qui sont propagés très rapidement à très longue distance, ce qui n'est pas du tout compatible avec une migration par contact simple entre animaux, puisque l'incubation étant quand même étant d'environ 1 mois à 2 mois, le trajet parcouru par les animaux ne peut pas couvrir plusieurs centaines de kilomètres en moins d'1 an.
Donc, je vous rappelle, on a finalement un respect des structures administratives, des frontières entre pays. On a un arbre phylogénétique qui est très en lien avec les distances routières et on a une mise en évidence de migration à longue distance en un temps très court. Eh bien, tout cela est très en lien avec une diffusion de la rage canine dans un contexte endémique très ancien, hein, mais qui est médié à longue distance le long du retour routier et donc qui fait appel à une intervention humaine importante. Ce qui diffère considérablement de ce que l'on peut observer dans la même type d'analyse mise en place sur la diffusion de rage dans des maladies, dans des espèces animales comme les ratons laveurs aux États-Unis, ce que je vais vous présenter, je crois, dans la diapositive suivante. L'exemple de la diffusion des ratons laveurs de Floride vers la Virginie en 1977 par translocation d'animaux infectés est très bien connu. Hein, c'est-à-dire qu'on avait au départ, jusque dans les années 60, un seul foyer en Floride et le mouvement d'animaux médié par l'homme vers la Virginie a ouvert un nouveau front de rage dans les États du nord-est américain, front qui a pu être suivi au travers des analyses phylogénétiques. Et là, on voit, au travers de ces analyses phylogénétiques symbolisées par ces lignes qui ne sont pas des lignes de niveau, mais qui sont des lignes de progression du front à partir de l'épicentre, ici, symbolisé par cette étoile, on voit que la progression est régulière et limitée par les massifs, par exemple, montagneux, comme ici, par les montagnes Appalaches, et qu'on a une vitesse régulière de 38 environ kilomètres par an, qui est celle de la vague épisodique de colonisation progressive de la Virginie par ces virus, sans aucune, là, intervention humaine. Donc, finalement, lorsque l'on a à réfléchir à la mise en place de mesures de contrôle de la rage canine, on a à comprendre les spécificités de diffusion de cette rage canine par rapport à ce qu'on pouvait connaître sur les spécificités de diffusion de la rage chez les réservoirs animaux sauvages. Bien, je vais conclure en 5 minutes. Comment définir finalement les méthodes de contrôle et leurs objectifs? Eh bien, aujourd'hui, il est très clair que finalement, il est beaucoup plus coûteux de contrôler la rage chez l'homme que d'aller la contrôler chez l'espèce réservoir. Et si, il y a 20 ans, on attachait énormément d'importance au contrôle de la rage chez l'homme au travers du développement, ce qui était légitime, de prophylaxie post-exposition efficace chez l'homme, on se rend compte aujourd'hui qu'il est intéressant et primordial d'affecter aussi des crédits au contrôle de la maladie dans le réservoir animal, contrôle qui, à moyen et long terme, va directement impacter sur le coût de la prophylaxie de la rage humaine. Évidemment, si la rage est contrôlée chez l'animal, les traitements chez l'homme n'ont plus lieu d'être. Donc, je ne vais pas faire un grand cours d'épidémiologie, mais afin d'essayer de contrôler la rage, il y a plusieurs approches possibles. Une approche de vaccination et de réduction des populations, de leur densité animale, afin de réduire la probabilité de transmission. Et enfin, des mesures de prophylaxie simple, prophylaxie que l'on appelle dans le secteur vétérinaire prophylaxie sanitaire, comme la simple tenue en laisse et la mise à l'attache des animaux, qui permettent de réduire les mouvements des populations et donc de diminuer cette probabilité de contact et la durée du contact. Eh bien, c'est ces deux approches qui ont été choisies par de multiples méthodes de contrôle. On ne peut évidemment pas jouer sur la période de contagion fixe pour la maladie. De nombreuses études ont essayé donc de classer la rage et d'essayer d'évaluer ce que l'on appelle le taux basique de reproduction, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires après un cas index. Et la plupart des études montrent que ce
taux que l'on appelle R0 dans le langage épidémiologique est très proche de 1 et curieusement même très très proche de 1, ce qui montre que finalement la rage a une probabilité de diffusion qui est très restreinte, ce qui nous interpelle encore plus sur la difficulté pourtant que l'on a à la contrôler. Et si l'on remet ça en lien avec finalement la mobilité des animaux potentiellement infectés, il y a sans doute là matière à réflexion. Bien, alors quelques exemples de méthodes de contrôle. Eh bien, rapidement, un exemple de contrôle pour la rage du renard. Vous avez ici la diffusion progressive de la rage du renard avec l'entrée en France en 1978, donc progression inexorable, toujours de 20 à 60 km par an, pas médiée par l'homme. Eh bien, cette progression a pu être stoppée et le front a été considérablement reculé au travers de l'organisation de campagnes de vaccination orale des renards, débutant en Suisse en 1978 et puis touchant un grand nombre de pays. Et vous avez ici un certain nombre d'appâts distribués soit par hélicoptère, par avion ou à la main, qui ont permis de réduire le poids de la rage en Europe. Vous avez ici les cas cumulés de 90 à 2003 et vous voyez donc l'extension de la rage en Europe avec la France située ici. Et vous voyez, quelques années après des campagnes intenses de vaccination orale, où le front de la rage a été repoussé aux limites de l'Union européenne, ici en Pologne, en République tchèque et en Hongrie. Vous voyez que la fédération, les pays de l'ancienne fédération de Yougoslavie, Serbie, Croatie, sont toujours atteints. Et tout ça nous laisse encore finalement des possibilités de réinfestation, de réinfection des territoires libérés. Eh bien, c'est ce que l'on voit dans la diapositive suivante. Ça n'a pas manqué. En 2008, finalement, il y a eu une réintroduction à partir de la Croatie et de la Slovénie de renards infectés qui sont venus infecter la région de la Vénétie au nord-est de l'Italie. Il y a eu un grand front de rage qui a été développé, qui maintenant est sous contrôle, mais ça a coûté effectivement assez cher à l'Italie et à l'Union européenne. Donc voici une approche de méthode de contrôle pour la rage des animaux sauvages. En ce qui concerne le chien, c'est assez classique et c'est bien connu. Il faut augmenter la couverture vaccinale chez le chien. Les vaccins modernes sont finalement efficaces et peu coûteux. Un vaccin chien coûte presque maintenant 10 fois moins cher qu'un vaccin humain. La vaccination par voie entérale doit être privilégiée. Il existe des essais de vaccination des chiens par voie orale qui ont été développés en particulier en Inde, qui montrent des résultats assez variables. Donc la technologie est en cours d'analyse et n'est pas encore disponible pour des essais terrain réels. Et point essentiel, c'est que ce coût doit être supporté par le secteur public. Si on le laisse à l'initiative des propriétaires, cela ne marche jamais, on n'atteint pas le taux de couverture nécessaire. Il faut coupler ces mesures de vaccination à des mesures de gestion de la population canine avec la restriction du mouvement, le contrôle des capacités d'accueil de l'habitat, donc essentiellement contrôle des déchets humains, des déchets alimentaires et un contrôle de la reproduction, en particulier chez les chiens errants. Vous avez ici des exemples au Sri Lanka et en Inde où vous avez des populations très importantes de chiens errants et des campagnes de stérilisation de ces chiens errants. Ici, vous avez un exemple de vaccination à Bangui en Centrafrique. Donc on considère qu'il faut environ vacciner 70 à 80% de la population canine pour arriver à éliminer la rage. Ceci n'a été que rarement atteint. Donc il reste encore des problèmes de mise en place de ces campagnes de vaccination. Et ici vous avez l'exemple de la Tunisie, où à partir du moment où la vaccination a été développée, le nombre de cas ici symbolisé, la vaccination en bleu, un nombre de vaccinations ici dans la légende et sur la droite du schéma, et par les barres jaunes et vertes, le nombre de cas canins, et on voit l'impact immédiat sur ce nombre de la vaccination. Néanmoins, parce qu'on n'atteint jamais les fatidiques 70 ou 80% de couverture, le nombre de cas résiduels reste toujours important. Et tant qu'on n'a pas investi suffisamment et qu'on n'a pas mis les efforts en place nécessaires, eh bien finalement la charge financière perdure et dans beaucoup de pays, les ministères se lassent. Autre exemple de la Tanzanie,
où vous voyez que dans la zone vaccinée, le nombre de morsures rapportées dans les centres de santé, ici en bleu, est bien inférieur à ce qu'il est dans les zones non vaccinées. Donc impact là moins évident sur la rage, mais impact direct sur les morsures parfois invalidantes. Bien, je ne peux pas conclure cet exposé sans parler quand même des schémas de prophylaxie post-exposition. Schémas de prophylaxie qui sont aujourd'hui de deux types, soit par voie intramusculaire, soit par voie intradermale, avec un schéma à 5 doses et un schéma à 4 doses, le schéma Zagreb. Il existe aujourd'hui un schéma SN à 4 doses, donc un schéma SN réduit qui doit être utilisé dans des conditions très spécifiques. Et en Asie et en Afrique, en Asie particulièrement, c'est le schéma intradermique qui est le plus fréquemment utilisé, mais ça se développe aussi en Afrique, avec des injections à J0, J3, J7 et J28 et J90. L'intérêt de la vaccination par voie intradermique, c'est qu'on n'utilise que 0,1 ml contre 0,5 à 1 ml par dose pour la voie intramusculaire, ce qui donc réduit considérablement le coût de l'implémentation de la vaccination antirabique. Je dois ajouter que cette vaccination seule n'est pas efficace à 100%, que dans les cas de morsures graves, morsures avec saignement important, des immunoglobulines doivent être associées. Ces immunoglobulines doivent être associées dans la première semaine qui suit la première injection et elles doivent être essentiellement, ces immunoglobulines, injectées de façon locale. Nous reviendrons là-dessus peut-être dans les questions. Donc, bien sûr, accroître l'information et la communication vers le public, vers les professionnels. Il faut mettre en place un comité rage au niveau national, c'est absolument essentiel, regrouper les différents acteurs. L'opportunité, c'est bien sûr que vous pouvez tous utiliser, que de nombreux pays utilisent, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage, pour rendre la rage plus visible, faire des défilés, faire des manifestations à ce moment-là, pour montrer l'intérêt à la population et aux décideurs de s'occuper de la rage et stimuler l'intérêt politique et financier. En cible d'information et de communication, les enfants sont aussi particulièrement importants et les écoles jouent un rôle particulièrement efficace au travers de la distribution de petites brochures type dessin animé qui expliquent aux enfants les risques liés à la rage. Et vous avez ici des différents exemples de brochures. Brochures qui sont ici des peintures murales en Afghanistan. Ici, une brochure réalisée par l'Alliance globale de lutte contre la rage à l'occasion de la journée mondiale de la rage et d'autres brochures. Ici, une brochure japonaise que vous pouvez trouver à l'aéroport de Narita lorsque vous transitez. Bien, en conclusion, la rage est toujours une maladie négligée, elle n'est pas maîtrisée. L'épidémiosurveillance doit être basée sur un système complexe associant les secteurs vétérinaires et humains. Elle doit être basée, cette épidémiosurveillance, si possible, sur un diagnostic fiable. Mais nous avons vu qu'il existait des méthodes alternatives qui vous permettront déjà d'évaluer le fardeau de la rage dans vos pays respectifs. Et je voudrais insister sur le fait que le contrôle de la rage chez l'animal présente un rapport efficacité-coût qui est bien plus intéressant que finalement la vaccination et le traitement chez l'homme. Et donc, aujourd'hui, il faut concentrer ses efforts sur le contrôle de la rage pour, à court, moyen et long terme, arriver à éliminer cette rage et à réduire donc le coût de la prophylaxie de la rage chez l'homme. Voilà, je vous remercie.